YouTube est Salut, lancé. Bonsoir Isabelle, bonsoir. bienvenue dans la capsule, hein, j'ai envie de dire. Je dirais ça à chaque fois, mais bienvenue. Ça me fait très plaisir de te recevoir ce soir. Je suis Bah, très merci. content. Ouais. Et Bah, merci à toi. bah non, non, je suis très content de te recevoir. Et alors, je vais d'abord poser la question, comment est-ce que tu te sens ce soir? Est-ce que ça va? Je suis stressée en fait. C'est beaucoup plus facile de regarder la capsule que d'être dans la capsule. Je pense que c'est le cas aussi quand on est astronaute, à mon avis, hein. Mm. Ça doit être valable quand on est Thomas Pesquet. Monte un peu le son d'Isa. Très bien. Ah oui, alors là, justement, on va Ah, pouvoir tester tout ça. Monter le son d'Isa, réfléchir, et ensuite monter le son d'Isa. Est-ce que par exemple, si je fais ça, ça fait monter le son d'Isa? Essaye de parler, Isa. oui, je suis toujours là. Est-ce que le son d'Isa est meilleur? J'ai testé un truc, j'ai changé un petit paramètre. C'est mieux. Bon, excellent. Top, c'est Bon, parfait. on va essayer de faire Oh ça là là, bien. mais vous avez vu comme c'est professionnel, hein. J'arrive à trouver le paramètre qu'il faut au bon moment. C'est incroyable, hein. Ce stream est Bah, le professionnalisme incarné, j'ai envie de dire. bah, tu commences à être habitué avec tout ce que tu es en train de faire. C'est Ah bah bien, oui, oui, non, mais c'est... Je suis normal. content, je suis content. Isabelle, bah, écoute, bon, un peu stressée, mais je suis sûr que ça va bien se passer. On va essayer de recevoir du coup des gens en direct, donc tu n'es pas surprise évidemment. Je le dis à l'antenne, Non. mais je t'avais prévenu avant quand même. Donc je vais le rappeler régulièrement tout au long de la conférence, mais donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vocal quand vous aurez des questions. Aucun souci. Euh, Isabelle, tu as des choses à nous dire ce soir, Eh mais bien, oui, beaucoup de choses à nous dire. On va essayer de gérer le temps. Euh, on va commencer rapidement par ton parcours. Euh, Comment en es-tu arrivé à où est-ce que tu es aujourd'hui, au métier que tu fais aujourd'hui? Et voilà, si tu peux décrire rapidement. Généralement, on essaye de partir du bac parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur orientation. Il y a eu justement les vœux de post-bac qui sont tombés hier. Donc, je t'en prie, comment dire, je te laisse l'antenne, Isa. Vas-y. très bien. Donc, alors on va commencer. J'ai 49 ans et je suis originaire de Dieppe. Voilà, j'espère que ça passe. On va te Ça voir y tout de est, suite. ça Pour le passe. moment, on a toujours le truc, la capsule. Voilà, Dieppe, c'est là, c'est en Haute-Normandie. Yes. Et finalement, voilà. Et en fait, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus célèbre que moi, qui a même eu sur l'hôtel de ville son portrait. Voilà, je suis du même coin que Thomas Pesquet, qui peut expliquer pour ceux qui me connaissent le petit côté sentimental que j'ai aussi pour. Voilà. D'accord. Euh, Et donc à alors? Dieppe, j'ai fait mes études jusqu'au bac. Voilà. Mhm. Dans le même lycée que Thomas, mais quelques années avant. Et, euh, et après, j'ai fait un bac généraliste scientifique. Et ensuite, je suis partie à Armand, qui est à 60 km de Dieppe, faire un DUT en mesure physique. Ok. Voilà. Donc un bac plus 2. Et après ce DUT, en fait, moi, j'avais envie de travailler, j'avais envie de rentrer dans le vif du sujet. Et j'étais passionnée d'espace, d'aéronautique. Et j'ai cherché du boulot dans l'espace ou l'aéronautique et j'ai été Ok. embauchée chez Matra Espace à l'époque. À Toulouse? Ça s'appelait comme ça. Alors non, c'était à Vélizy en région parisienne Ok. où j'ai passé 9 ans. Voilà, à Paris. D'accord. Et Ah oui, après, je d'accord. suis arrivée à Toulouse et on le verra tout à l'heure. Ok. Donc Donc, voilà, justement. donc ça, c'est très intéressant qu'on peut arriver à travailler dans le spatial, pas forcément en faisant un master ou quoi, mais avec un diplôme comme un DUT ou eh ben, on peut déjà. Il y a plein de métiers. Tous les métiers ne requièrent pas forcément un diplôme d'ingénieur tout de suite, quoi. Non, alors j'avais la chance que le DUT finalement était généraliste. Déjà, que j'étais intéressée. Après, c'était une époque peut-être plus facile aussi pour les embauches à l'époque, enfin, à ce moment-là. Mais effectivement, même maintenant, enfin bon, donc je travaille chez Airbus Defence and Space, il y a aussi des postes de techniciens, Bien sûr, ouais. effectivement, et il y a aussi des postes d'administratifs, de juriste, enfin voilà, il y a Ressources toutes sortes de humaines, tout, métiers, tout, tout. Ouais. ressources humaines, ouais.
communication. Enfin voilà, quoi. Il y Mhm. a un Bien certain sûr. nombre de choses, quoi. Le spatial ne fait pas. Enfin, on met souvent en lumière le métier des ingés ou des chercheurs, mais il y a vraiment tout un écosystème derrière qui permet de faire vivre tout ça, quoi. Oui. Mm. Et du coup, bah, vu ma formation initiale, on va dire, je ne vous ferai pas de cours magistral ou de technique, en tout cas sur les satellites, puisque c'est pas du tout ma spécialité et je n'ai pas cette formation, quoi. Moi, je suis vraiment généraliste. Voilà. Très bien. Alors que Romain, notre invité de la semaine dernière, Oui. vient nous dire coucou, il vient de nous dire salut Isabelle, salut Corentin, bonsoir Romain, ravi d'avoir encore de t'avoir encore sur la capsule aujourd'hui, à l'extérieur cette fois-ci. Et bienvenue, installe-toi Romain. Écoute, 3 heures de stream, easy. Ouais, non, on va quand même essayer d'avancer. On va essayer d'avancer, hein. Ouais. Donc, on va passer un petit peu ma carrière dans la suite par rapport à ce que j'ai fait. Donc, à Vélizy, je vais pas aller ça va être très rapide. Ce que je fais en ce moment, en fait, ça fait 3 ans maintenant. Je travaille sur les centres de contrôle pour ça. Donc, en fait, c'est le petit. J'espère que vous voyez ma souris. Je sais pas si ça passe. Attends, que je te dise ça. Vas-y, essaye. Ouais, je crois qu'on voit ton curseur. Hein. Oui, on voit ton curseur. Il y a un petit peu de délai, mais on voit ton curseur normalement. Oui, ça marche. Ouais, très bien, on voit. Voilà. Donc en fait, c'est ce qui permet de communiquer avec donc le satellite une fois qu'il est là-haut. Donc en fait, je suis passée de la fabrication du satellite à ce qui se passe une fois qu'il est en l'air. Et c'était ce qui m'intéressait dans ce poste actuel aussi, c'est de voir l'après-lancement, l'après-fabrication. Oui, alors, voilà. Donc pour remettre dans le contexte, tu vas nous présenter plus en détail après les métiers qui permettent d'assembler le satellite avant le lancement. Maintenant, le métier que tu fais, c'est comment est-ce qu'on continue d'opérer, ou les outils qui permettent d'opérer le satellite à distance depuis la Terre une fois qu'il est dans l'espace. Oui, tout à fait. Donc à droite, c'est une photo, bon, c'est issu du site du CNES, hein, parce que j'ai pas trouvé de photo ici de l'internet Airbus. Mais ça ressemble à ça, en fait, c'est des gens qui sont derrière, dans les centres de contrôle, qui sont derrière des moniteurs et qui vont pouvoir contrôler l'état du satellite, en fait. C'est pour ça qu'on appelle Control Center. Globalement, il y a 2 systèmes. Il y a les systèmes pour l'observation de la Terre et les systèmes pour les satellites de télécommunication. Pour l'observation de la Terre, en fait, il y a 2 signaux qui sont intéressants. Il y a tout ce qui est télémétrie pour l'état global du satellite et il y a aussi tout ce qui est télémétrie image, en fait, qui permet de récupérer les images qui sont faites par le satellite d'observation. Donc, ça, c'est vraiment un résumé de comment ça fonctionne, très schématique. Okay. Le centre de contrôle, il y a le centre de mission et le Ground Segment, Image Ground Segment, donc le centre de contrôle, le segment sol, image. Donc en fait, quand vous êtes quelqu'un intéressé par, vous voulez des images d'une zone, que vous soyez un organisme d'État privé ou même pour certains satellites, vous-même vous pouvez payer des images, si vous voulez l'image au-dessus de votre maison. Vous faites en fait une demande d'image dans un environnement, sur un site web souvent, et soit l'image existe dans un catalogue et vous avez le résultat tout de suite, soit vous allez faire une demande d'image et ensuite ça va être planifié dans le centre de mission. Et pour pouvoir dire, il y a quelqu'un qui a demandé, telle personne a demandé des images de telle zone, ça va être planifié par rapport à l'orbite du satellite qui est en orbite basse, qui fait le tour de la Terre, à peu près tous les 90 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et, et du coup, on regarde un peu toutes les requêtes, tous les gens qui veulent acquérir des images, on regarde ces requêtes, on les met à plat, on regarde qu'est-ce qui est faisable en même temps, pas en même temps. Après, ça se planifie, en fait. Voilà, c'est le rôle du Mission Center qui va planifier ces images en disant, la prochaine fois, on va passer au-dessus de telle zone. Donc, il y a tant de requêtes, on va pouvoir les mettre. Alors, c'est plus ou moins automatisé. Et après, ça passe, ce plan de mission va passer par le centre de contrôle satellite
envoyer les télécommandes pour dire au satellite, quand tu passeras par exemple au-dessus de Toulouse, il y a des gens qui ont demandé des images de Toulouse, il faudra prendre les photos à tel endroit, tel moment. Et donc, le satellite, lui, va prendre ces images. Et après, une fois qu'il sera en lien avec les antennes, il va pouvoir descendre donc la télémétrie image et envoyer les images au segment sol image pour pouvoir les archiver. Et après, il y a tout le traitement d'images qui va se faire. Voilà. D'accord. En résumé, très gros résumé. Oui, ok. Donc le centre de contrôle, en fait, c'est lui qui va vraiment communiquer pour envoyer les télécommandes de prise d'images au satellite d'observation. Il se sert aussi, le satellite, pour faire ses prises d'images. Le centre de contrôle pour les prises d'images va aussi recueillir à chaque fois où est-ce que le satellite, les données de dynamique de vol, est-ce que le satellite il est en bon état, est-ce que les capteurs fonctionnent, tel équipement, l'état de santé du satellite. Voilà, je vois. Pour un satellite d'observation de la Terre, en fait, le centre de contrôle, il regarde l'état du satellite et il envoie les plans de mission. Très synthétiquement, c'est à peu près ça. Non, mais c'est très bien expliqué. Je pense que tout est clair. De toute façon, il n'y a pas de questions dans le chat, donc je suppose que s'il n'y a pas de questions dans le chat, c'est que c'est clair de toute façon. Si c'était pas clair, les gens poseraient des questions. On sait très bien comment ça se passe ici. La grosse contrainte, en fait, avec un satellite d'observation de l'Inter, c'est la visibilité des antennes qui est réduite. Donc là, j'ai trouvé un espèce de schéma qui fait voir les orbites. Et derrière, par exemple, un satellite comme les satellites d'observation Spot 6, Spot 7 ou Pléiade, par exemple, fabriqués par Airbus, il a la visibilité avec les antennes de Toulouse, de Kiruna, et puis il y en a une autre ailleurs. Et en fait, on récupère pas les images tout le temps, puisqu'il faut être en visibilité des stations sol. Des fameuses stations sol. Et en fait, toute la problématique du Mission Center, c'est récupérer l'état du satellite, envoyer les télécommandes du plan de mission, donc envoyer les télécommandes pour faire donc dans l'ordre, pardon, je recommence. Le plan de mission, c'est récupérer donc l'état de santé du satellite, envoyer les télécommandes du plan de mission et récupérer éventuellement les images s'il y a le temps. Et donc, la fabrication des satellites prévoit un stockage d'images à bord, puisqu'on doit stocker les images pendant un certain temps, parce qu'elles ne sont pas forcément arrivées au sol, tout le temps. D'accord, voilà. Très bien. Mais ça doit être difficile sur le même passage, parce que le satellite passe très vite au-dessus de la zone, c'est quelques 10-15 minutes, quoi, même pas. C'est ça, ouais, à peu près. Donc, faut que ça aille vite. Donc, c'est pour ça, les plans de mission, c'est vraiment le nerf de la guerre, on va dire. Et c'est de plus en plus automatisé pour qu'il y ait moins d'intervention humaine pour pouvoir optimiser le temps de visibilité des antennes. Très bien. Et je suppose que ce domaine-là d'optimisation, c'est encore plus vrai dans le cas des satellites de télécommunication. Alors, ça a une autre contrainte, c'est ce qu'on va voir après. Ah, d'accord. Ok. Ça, je connais pas du tout, moi. Tout le monde des satellites de télécom, je connais pas du tout. Alors, les satellites de télécom, c'est un schéma un peu complexe, mais en clair, de télécommunication, vous avez des applications d'utilisateurs, je sais pas, la télécommunication sur des avions, des bateaux, les GSM, les téléphones mobiles, et par exemple la diffusion de programmes. Et en fait, ça il faut qu'il reçoive le signal, quelqu'un qui va émettre aussi. Donc c'est le trafic, ce qu'on appelle le trafic. Donc ça passe, montant, descendant, comme ça, quoi, on va dire. D'accord, ok. Et gateway, c'est quoi gateway ? En fait, c'est une espèce de relais, en fait. D'accord. Le relais, par exemple, tu crées une station, une émission télé, ça va passer par ce relais pour après envoyer ailleurs. Pour centraliser les stations sol qui communiquent avec le satellite. Ouais, c'est un espèce de regroupement parce que c'est pareil, en fait. Sur un satellite de télécom, il y a plein d'entrées de faisceaux différents. Ça peut être une émission de télé sur certains canaux du satellite. Après, ça peut être de la téléphonie, ça peut être d'autres choses. Enfin, il y a plusieurs. Donc, en fait, ça permet de gérer un peu ce trafic. Voilà. Mais justement, ce trafic, en fait, c'est le plan trafic, là, le plan trafic qui est
pareil, il y a un mission planning qui permet d'ordonnancer tout ça. C'est comment je demande comment j'optimise les demandes des gens qui veulent faire transiter les données par satellite, et comment j'optimise derrière l'agencement de la charge utile du satellite, comment les canaux sont affectés à qui, à quoi. Oui, parce qu'évidemment, tout ça est limité voilà. en termes tout est limité à bord du satellite. On peut pas faire faire tout ce qu'on veut. Donc, il faut forcément planifier, gérer Oui, et puis après, en plus, si c'était sur des satellites, en fait, de ce que j'en sais, les opérateurs en fait font payer aussi en fonction du nombre de canaux utilisés. Donc il y a de l'optimisation à trouver. Enfin voilà quoi. Et ils essaient de remplir tous les étages en fait du satellite. Il y a Florian qui nous demande. Excuse-moi de te couper. On a Florian qui nous demande. On sait combien il y a de satellites ou de gateway ou de satellites par gateway? Aucune idée. Beaucoup, je sais pas. Non, alors, le côté opérationnel, je l'ai pas forcément très bien. Donc je préfère dire je sais pas. Ouais, non, mais t'inquiète. Alors là, pas de souci. Hein. On se contente. Donc du coup, ça c'est voilà. Donc ça c'est le but de ce Mission Control Center qui va aussi donc opérer dans ce qu'on appelle la payload, le côté payload en fait, la partie on va dire utile du satellite pour la mission, donc faire des transits de télécommunications. Très bien. Ok. Le centre de contrôle satellite, en fait, lui, il va gérer l'état du satellite, comme on a vu pour le satellite d'observation. C'est savoir le satellite, il est bien à poste, il est bien sur son orbite, est-ce qu'il est en bon état, est-ce qu'il y a des équipements qui sont pas bons, enfin voilà, qui sont en train d'être un petit peu défectueux, est-ce que les panneaux solaires sont bien orientés, ils acquièrent toute l'énergie qui va bien, est-ce que les batteries fonctionnent correctement, est-ce que les satellites de télécommunication, ils sont jour-nuit en fonction de la rotation de la Terre, puisqu'ils sont géosynchrones. Donc voilà. Donc en fait, le centre de contrôle va vérifier tout ça. Et là, la grosse contrainte, en fait, c'est qu'il faut que ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ah oui. Pendant le cadre de satellite, télécommunication, et c'est tout le temps. Quoi. Voilà, c'est tout le temps. Il n'y a pas de stockage à bord. Enfin, c'est pas le principe. C'est pas du tout les mêmes contraintes. Du coup, on a des centres de contrôle satellite qui sont doublés, voire triplés. On veut être vraiment en visibilité du satellite tout le temps, H24. Quoi. Et derrière, on gère aussi les stations, les antennes, justement, aussi pour communiquer, gérer la station qui communique. Voilà. Donc, en fait, dans mon département, on fabrique les centres de contrôle satellite pour certains satellites, pour tous les satellites d'observation qu'on peut vendre, qui ne sont pas opérés, par exemple, par le CNES, pour les satellites d'observation. Et pour les satellites de télécommunication, c'est essentiellement des satellites à l'export et pour des pays qui ne sont pas dotés à ce jour de centres de contrôle. Mais par exemple, pas pour les opérateurs type Intelsat, Eutelsat, qui sont des monstres qui sont déjà équipés, quoi. De satellites, qui sont déjà équipés, tout ça. On fabrique que le segment spatial, ce qu'on appelle le segment spatial, le satellite, et pas le segment sol. D'accord. Voilà. Et alors, ces segments sol, ces centres de contrôle que vous vendez donc avec le satellite, donc c'est donné aux clients, c'est-à-dire, ou est-ce que c'est pris en charge par un organisme privé ? Non, ça peut être. Je sais que sur les derniers projets sur lesquels j'ai travaillé, ça faisait partie du package en fait. Ils achètent l'ensemble. Tu peux pas acheter un satellite et puis rien avoir il te sert à rien une fois là où t'as pas le sol. Bien sûr, il te faut le sol, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que l'entreprise est à la fois propriétaire du segment sol, du centre d'opération, et à la fois propriétaire du satellite en orbite. Alors, moi, j'ai travaillé ces dernières années sur les satellites de télécommunication. On forme les opérateurs du client pour qu'ils soient autonomes sur leur centre de contrôle. Et pareil pour le centre de mission. Et c'était à eux, on les forme en fait aussi. Ouais. Ils sont autonomes. Après, il y a un support, il y a un SAV, il y a toujours... voilà. Ouais.
Ok. Ok. Est-ce Il y a que de la maintenance, enfin voilà. Ashline nous demande s'il y a des antennes dans les dom-toms. Est-ce que tu sais si dans les dom-toms il y a des relais? Moi, Je ne sais pas. pas du tout en fait. Je sais pas. Non. Je voulais Peut-être. juste revenir sur Ouais. la première planche pour juste parler. Est-ce qu'il y a un petit endroit où on parle on parle aussi du tout ce qui est pré-lancement en fait, avant que le satellite il décolle et au moment jusqu'à temps qu'il soit sur son orbite définitive. En tout cas, chez Airbus Defence and Space, pour les satellites de télécommunication qui sont fabriqués par l'entreprise, en fait, c'est Airbus qui effectue le contrôle du satellite pour la mise à poste, donc pour arriver à l'orbite définitive. Et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment la livraison. Du coup. Non, alors non. En fait, au moment du décollage, au moment de la séparation du satellite avec le lanceur, en fait, le centre de contrôle de Toulouse pour les satellites de télécom, je précise bien, prend la main pour faire le déploiement des panneaux solaires, voir l'état de charge de la batterie et faire les premières opérations pour la mise sur orbite définitive. Et en fait, après, il y a à peu près 2 semaines à 3 semaines de recettes en orbite où on va tout tester, on va vérifier que le satellite fonctionne bien, que ça soit côté module de service que module de communication. Ouais. Et après, on va pouvoir transférer, passer la main au client. Voilà. Ok, d'accord, c'est intéressant. On va peut-être passer au reste. Planétoscope qui nous dit, ah oui, il y a peut-être à Kourou, il y a sûrement du segment sol à Kourou, très certainement. Oui, il y a le segment sol déjà rien que pour le lanceur. Pour les lanceurs, évidemment. Après, je ne sais pas si ça fait du relais pour les satellites de télécommunication ou d'observation, je ne sais pas très fond. Les antennes, c'est aussi un monde à part. En fait, souvent, c'est des équipes qui gèrent les antennes de leur côté. Et puis, pour les mises à poste, par exemple, de satellites, on loue les antennes. Ça appartient pas forcément à l'opérateur. Oui, bien sûr. Oui. Il y a des... Voilà. C'est assez complexe. Il faudrait vraiment quelqu'un spécialiste global segment sol pour expliquer. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire éventuellement. Ouais, bien sûr. Je pourrais peut-être te trouver quelqu'un. Voilà, ça peut être intéressant. On va avancer, je pense, parce que encore beaucoup de choses à dire. Ah oui, alors, après les 9 ans à Vélizy. Voilà, donc j'ai fait 9 ans à Vélizy, ça j'ai trouvé sur internet une vieille photo. Donc moi j'ai commencé Matra Espace, c'est devenu Matra Marconi Space, Astrium. Romain en a parlé dans la dernière capsule. Voilà, j'ai connu tous ces changements. À Paris, en fait, j'avais été embauchée pour faire des analyses sur les composants qui sont embarqués dans les équipements pour les satellites et pour Ariane 5. Et en fait, je faisais du labo, de tests destructifs et non destructifs sur des composants pour vérifier la fiabilité de ces composants par échantillonnage, en fait, pour vérifier la fiabilité de ces composants. Quel type composants électroniques? Oui, composants électroniques, pardon. D'accord, ok. Diode, thermistance, résistance, microprocesseur, relais, voilà. Okay. Mais vraiment avant que ça soit intégré dans les cartes électroniques qui sont après dans les équipements. D'accord, je vois. Vraiment les tout petits micro. Alors du coup, les satellites, c'était un peu loin de ce que je faisais. Et comme je disais souvent à l'époque, je ferais des composants pour les machines à laver ou pour des satellites, ça serait presque pareil. Donc j'étais un peu frustrée. Et donc au bout de 9 ans, pour des raisons professionnelles et aussi personnelles, j'ai cherché à changer de poste. Et là, je suis tombée sur une annonce pour faire de la qualité intégration, donc assurance qualité intégration. Je me rappellerai parce que je suis allée à l'entretien, la première fois que je mettais les pieds à Toulouse. Et là, le manager me fait visiter la salle blanche. Alors là, j'ai vu les satellites pour la première fois. Je dis ah ouais, c'est ça que je veux. Ouais. Voilà. Trop bien. Parce que oui, tu étais quand même une grande passionnée de spatial dès le début. Dès ton BTS, tu étais déjà passionnée de spatial, quoi. Alors, avant que tu continues, je vais juste rappeler, peut-être pour les gens qui nous rejoignent en cours de route, aujourd'hui,
dans la capsule, on reçoit Isabelle, donc, qui va nous présenter tout de suite là, les métiers de l'assemblage, intégration et test des satellites. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de venir poser vos questions à l'oral. Si vous voulez venir discuter avec nous, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à venir discuter avec nous. Je prendrai une question dès qu'il y aura des gens, et puis ensuite une question à peu près toutes les 20 minutes pour pas couper trop la conversation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il m'avait offert des chocolatines. Il y a Romain qui nous dit que, tu sais, le mot recette en vol, là, je vois que Florian nous avait posé une question. Romain nous dit qu'il pense que recette, c'est une mauvaise traduction de l'anglais receipt, réception. Et du coup, on a appelé ça recette. Ce serait marrant quand même. Après, le vrai terme qu'on utilise, nous, c'est in-orbit testing. Test en orbite. In-orbit testing, ok. Ouais. Link DD nous dit non. Recette, c'est un mot utilisé depuis longtemps. Oui, mais c'est pas parce que c'est utilisé depuis longtemps que ça veut forcément dire que c'est pas une erreur. Ça pourrait très bien venir tu veux dire longtemps, genre même avant qu'on envoie des satellites dans l'espace, c'est possible. Ouais, je sais pas. Bon. Ouais, c'est vrai. En tout cas, on utilise recette dès qu'on accepte la livraison de quelque chose. On parle de recette chez nous. Ouais. Le geek qui nous dit plantage du live. Ah bon? Tu m'entends toujours? Moi, je t'entends. Bah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mon internet déconne pas? Tu nous trolls, le geek? Non, c'est bon. On entend bien. Non, ça fonctionne. Ok, c'est bon. Non, mais le geek a eu un problème avec sa connexion. On a perdu un modérateur, mesdames et messieurs. On appuie sur F pour montrer un peu de respect. Voilà. Bon. Je pense que, du coup, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Ça fonctionne vachement bien. Sauf pour le geek. Mais je vous promets que ça fonctionne bien. Et on va passer au métier de l'assemblage, intégration et test. Génial. Oui. Génial. Alors attends. Donc en fait, j'y vais. Bien sûr, vas-y. Donc en fait, je suis arrivée à Toulouse et j'ai pas été sur les satellites directement, j'ai été aux instruments, ce qu'on appelle aux instruments. C'est un département ou même division à Toulouse, et puis il y en a une aussi pareil chez Airbus en Allemagne, qui fabrique les instruments optiques. Et donc c'est un métier extrêmement pointu. Et donc moi je faisais l'assurance qualité. Alors, c'est quoi l'assurance qualité? C'est vérifier qu'en fait, on respecte les process, que les gens sont habilités à faire certains métiers très particuliers, parce qu'il y a des habilitations à faire, par exemple, pour les collages. Tout le monde n'est pas à faire sa colle dans son coin. Par exemple, un colleur habilité, il a suivi des formations, il sait exactement les mélanges de colle qu'il faut faire, parce que ça respecte après des températures, pour que ça supporte... c'est pour se faire que ça supporte les températures spatiales, par exemple. Enfin, voilà. Donc, à quelques grammes près, ça peut mettre le bazar. Donc, du coup, il y a des habilitations pour ça. Il y a des habilitations pour des opérations critiques. Enfin, voilà. Donc, s'assurer de ça. Il y a tout ce qui est... en fait, on parle d'assurance qualité. C'est comme dans l'alimentaire. On va dire tout est tracé. Il y a beaucoup de traçabilité dans le spatial. Dès qu'on on pose une vis sur un satellite, dès qu'on fait un test électrique, tout ça doit être tracé. Donc on fait des procédures généralement en avance pour pas non plus faire n'importe quoi et oups, trop tard, j'ai fait une bêtise. Donc on prépare les choses. Et donc moi, en tant qu'assurance qualité, je vérifiais que justement il y a des contrôles à certains moments. On avait effectuer l'ordonnancement de certaines tâches. Enfin voilà, c'est un petit peu En fait, l'assurance qualité en IT, c'est l'œil extérieur par rapport aux opérationnels. Ouais. C'est un petit peu avoir ce regard de recul que eux ils sont comme on dit, le nez dans le cambouis, et ils oublient de prendre du recul et de quelquefois ils iraient très vite et nous on fait attends là 2 secondes, faut peut-être se poser par exemple. Mais ça veut pas dire non plus que vous êtes sur le dos des techniciens à dire attends, tu fais ça comme ça, si. C'est plus non. Vous gérez un peu l'ordre dans lequel les techniciens doivent faire leurs tâches, mais eux sont habilités à faire à peu près. Enfin. Alors c'est pas gendarme, effectivement. Souvent c'est compris comme ça. Ouais. Ça c'est le problème. Non, c'est
Les techniques, ils savent ce qu'ils ont à faire, c'est eux qui vont décider comment ils vont le faire. C'est je fais telle chose avant telle chose. Moi, c'est plutôt à un moment donné, oups, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas oublié qu'il y a peut-être autre chose à faire avant là, il faudrait peut-être mettre un point d'arrêt parce qu'il faut qu'on contrôle, qu'on fasse un contrôle par quelqu'un d'autre, ce genre de choses, quoi. Voilà. Oui, mais les gens, ce qu'il faut, enfin, souvent, les techniciens sont, enfin, on a l'image de robots, mais en fait, c'est des gens qui sont très expérimentés, qui ont une expérience de fou, enfin folle aussi parfois, et qui savent aussi très très bien faire les choses et très très bien les faire comment dire, dans l'ordre et comme il faut, quoi. Ils ont une expérience qui vraiment est très importante. Et est-ce que toi, par exemple, tu as souvent eu, en tant qu'ingénieur qualité, le retour de techniciens qui te disent ah ben non, on observe que quand on fait ça comme ça, généralement ça se passe pas très bien, donc il faudrait mieux plutôt changer ça dans la procédure, qu'en fait l'expérience vienne du terrain et remonte vers les gens qui entre guillemets font les règles, quoi. Alors, il y a tout type de scénario. Alors, à l'instrumentation, on va dire, les gens qui préparent les procédures, c'est les gens qui les font, globalement. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Enfin, du moins à l'époque, peut-être que ça change maintenant avec l'industrialisation, entre guillemets. À l'époque, c'était en fait, donc il y a une quinzaine d'années maintenant, c'était vraiment, pour l'instrumentation, c'est de l'horlogerie, c'est comment je dirais, ouais, c'est des orfèvres en fait, Ouais. les gens qui font des instruments. Et du coup, ils savent effectivement le métier en fait, ils réfléchissent avant comment ils vont faire les choses, ils l'écrivent, plus ou moins, et après ils le font, quoi. Donc il y a des moments, mon boulot, c'était plutôt de dire attends, tu crois pas que tu sautes une étape, ou là tu devrais pas plus l'écrire parce que si demain c'est pas toi qui le fais mais un autre, il faudrait peut-être qu'on le sache parce que, ou alors voilà, c'est des choses comme ça, quoi. D'accord, tous les surtout outils pour qui vous avoir permettre de si jamais il y a un problème, de le tracer et Oui, de voilà retrouver aussi, ouais. la source du problème, quoi. Oui, exactement. D'accord, Ouais, ok. tout à fait. Très bien. Oui, parce que effectivement, il y a 20 ans, il y a 30 ans, les gens, ils écrivaient pas les choses, ils faisaient, voilà, c'était des artisans. Sauf qu'on est passé quand même dans une époque maintenant où déjà, s'il y a un problème, bah, on aime bien chercher la cause et l'origine et du coup, bah, aller chercher, on va dire, dans les papiers. Mais aussi, bah, si on veut le refaire et industrialiser, quand on a plusieurs à faire, bah, c'est bien d'avoir une première trace pour pouvoir, effectivement, avec de l'amélioration peut-être au fur et à mesure, mais avoir une première source de procédure, de savoir comment on fait les choses et après, voilà, de pouvoir le répéter plus facilement que, on va dire, de la tradition orale, par exemple, quoi. Oui, bien sûr. Matt qui nous dit, moi qui croyais que les satellites c'était 3 vis et une antenne. Oui, Oh oui. non. Justement, j'ai mis quelques photos un petit peu particulières. Donc là, moi, j'ai commencé sur les instruments qui sont sur qui sont sur le satellite Spot 5, qui est toujours en orbite. Donc c'est ce qu'on Allô? voit. Ah oui, pardon. Donc vous en avez un exemplaire à droite. Discord a un peu de mal, j'ai l'impression. Tu m'entends? Voilà. Donc Oula. allô? Allô? Oula. Il y a Discord qui fait des siennes. Tu Ça m'entends? coupe? Tu m'entends, Isabelle? Oui, moi ça coupe, ça va. Ok, ça va aussi. Il y a eu une petite coupure son parce que Discord a bugué, j'ai l'impression. Ah. Vous nous entendez toujours sur le live? On a le son. Ouais. Ok. Essaye de parler? Yep. Faire les images. Donc 5. Et donc ici à côté de moi pour vous faire voir. Attendez. Là, ça bug trop. Ça bug trop. Et en fait, il y en a un couvert de ça, c'est un banc optique en fait, qui permet de faire justement les mesures optiques, donc pour caractériser les détecteurs, vérifier que ça fonctionne correctement au niveau prise d'image en fait. Donc les setups un peu, voilà, c'est compliqué à un niveau.
Isa, un espèce de télescope inversé, voilà, de la filasse, pas écran plat, et la roulotte, les masques pour se protéger, parce que là on est en ambiance salle propre, plus est-ce que tu m'entends, Isa? un mot de scotch, enfin voilà, c'est pour vous faire voir un peu l'environnement de travail de l'époque, donc Ah une ouais. salle propre, voilà, parce que là on est en contact direct des miroirs, des détecteurs, et il ne faut pas de poussière. Alors, Parce Isabelle, que est-ce sinon que tu ça ferait une m'entends? grosse Oh là tâche. là. Oh là Oui. là. Ah oui, attends, parce que là, en Ah, fait, il y a eu un gros bug où tu m'as pas entendu pendant 5 minutes. On a très peu ah non. entendu ce que tu as dit, et c'est très haché. Je pense qu'il y a la Ah connexion de merde. ton côté qui doit bugger. On va essayer, je vais essayer un truc. Je vais remettre ton son. Tu peux remettre ton son sur Skype si tu veux. Ok. Hop, voilà. Est-ce que c'est mieux? Allô? Ouais. Bon, du coup, je vous ai paumé où? On va essayer où? Je faisais des trucs. Excuse-moi, je suis désolé. Alors, c'est pas grave. On était Surtout où, les savoir où amis? je vous ai paumé, quoi. On est sur cette slide, ça c'est sûr. On est là Ouais. déjà, je pense que c'est beaucoup mieux. Je pense que c'est Discord qui doit bugger. Quand tu as commencé à parler de Spot 5, Oula. donc je pense que là, au début de la slide, vraiment, clairement. Alors, je disais, Désolé. Spot 5, c'est pas grave. Spot 5, donc, voilà, les instruments de prise de vue, c'est ça. Il y en a 2, et c'est ce qu'il y a sur la photo de droite. Bon, là, il y a un couvercle de protection de l'optique. Voilà, ça vous donne la taille par rapport à moi qui suis là. Et ça, c'est la même chose, c'est un instrument qui est là, mais il n'a pas la protection papier chocolat doré autour. Parce que là, c'est des tests, en fait, pour optique. Donc, alors, c'est sur un bâti. Voilà, c'est pour vous faire un peu quel style de setup il y a en intégration, donc instrument là, un bâti assez costaud pour que ce soit bien, sans vibration, que ça soit stable. D'ailleurs, il y a une dalle antisismique. Là, c'est un banc optique, c'est un télescope inversé. Voilà, bon, tout un il y a de la équipement au filasse sol. avec des trucs. Voilà. Bon, là, ça date, hein, vous voyez, c'est pas l'écran plat. Voilà. Donc là, c'est une salle propre. Ouais. C'est une salle propre en fait, donc c'est protection vraiment contre la poussière parce que directement les détecteurs et les miroirs sont accessibles et on ne veut pas de poussière. Sinon, ça pourrait faire des problèmes pour les images plus tard, quoi. Voilà. Ok, super. Ouais, donc on voit vraiment l'étendue du nombre d'équipements au sol qu'il faut juste pour un test Oui. d'un seul instrument, d'un seul satellite. Oui. C'est super impressionnant. Et alors, ces dalles antisismiques, j'avais cru comprendre que c'était d'autant plus important pour les missions d'observation, parce que justement, les optiques sont très dépendantes des vibrations, et on ne veut pas forcément que forcément le camion qui roule sur la route d'à côté fasse foirer le test qui a mis des mois à préparer, quoi. Exactement. Donc, les dalles sismiques sont utilisées exclusivement pour les tests optiques. Et typiquement à Toulouse, en fait, le site il est à côté d'une voie ferrée. Et certaines mesures optiques, malgré la dalle sismique, ils voient les perturbations du train qui passe. Donc, ils sont obligés de faire certains tests la nuit. Ah ouais, c'est dingue. Parce qu'il pourrait aussi faire, genre mettre un capteur qui mesure la vibration du train et l'enlever, tu vois. Ça doit être possible. Je sais pas pourquoi ils font pas ça, je ne saurais pas te dire. Mais je sais qu'il y a certains tests qui sont obligés de le faire la nuit parce que c'était tellement sensible qu'ils peuvent, voilà. Ouais. Il faut s'affranchir du maximum de perturbations. Il y a Mister Linky qui nous pose « Ça vend du rêve, l'AIT, ils prennent des étudiants ingénieurs en stage par hasard ?» Oui, je pense, oui. Il faut regarder les annonces sur le site web. Airbus.com/careers, faire la pub. Mais tu as eu l'occasion d'avoir des étudiants, des alternants dans les métiers de la qualité, en salle blanche et tout? Toi, pendant ton expérience? Moi, non. Je pense qu'il y a
doit y en avoir, oui. Je sais qu'il y en a eu pour faire de l'amélioration continue, par exemple, oui, en qualité, pour essayer de voir d'autres outils, éventuellement, améliorer certains process, ce genre de choses. En tout cas, en qualité. Après, en IT, c'est plus pour des actions de fond, en fait, pas forcément de l'opérationnel, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des choses, il faut être habilité, il y a des choses, il faut avoir une certaine l'expérience s'acquiert au bout d'un moment. On laisse pas toucher les satellites à n'importe qui, enfin, sans dire que les stagiaires c'est n'importe qui, mais, bien sûr. c'est assez encadré, quoi. Ouais. Non, mais oui, mais même dans ce cadre-là, tu peux être amené, même en tant que stagiaire, à au moins te rendre dans les salles blanches, pas forcément faire, mais... Oui, ça, il y a des possibilités, ouais. Mm-hmm. Bon, la petite anecdote, je fais la dis-moi. tête sur la photo, c'est que j'étais montée pour faire l'inspection de quelque chose et ils m'ont enlevé l'échelle, donc j'étais coincée là-haut. La photo est parfaite parce que c'est exactement l'expression qu'on imaginerait de toi qui est coincé. C'est genre, sérieux les gars, vraiment, voilà. vraiment. Bon, ben voilà. Mais du coup, t'as pas été oublié jusqu'au lancement quand même. Non, j'ai pas été jusqu'au lancement de Spot 5. On a livré les instruments et moi j'étais passée après sur ce qu'on va voir après. J'ai participé par contre au départ de Spot 5 en fait pour Kourou. Et c'était la première fois qu'un satellite partait sur Beluga, donc j'ai voulu le mettre parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, que les Beluga ont aussi fait du transport de satellites. Alors ça arrive pas souvent, et c'est quasiment pas, enfin c'est arrivé 3 fois à ma connaissance, mais voilà. Donc en fait, le satellite était tellement grand, là, Spot 5, si j'arrive. En fait, il est parti en 3 morceaux, la charge utile, donc les instruments, le module de service en bas et les panneaux solaires. Et en fait, dans le transport, en fait, on voit le module de service, enfin on voit. Il y a deux gros cubes, là c'est le module de service d'un côté et la charge utile de l'autre, qui ont été transportés séparément et ensuite assemblés à Kourou pour le décollage. Génial. Et le panneau solaire. Super photo. C'était un petit clin d'œil à ça par rapport au Beluga. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les avions et moi j'aime beaucoup cet avion aussi. Ouais, il est magnifique et incroyable, comme on dit sur le chat. Alors attends, qu'est-ce que... Il me semblait qu'il avait une autonomie assez limitée. Il passait par le Groenland. Alors le Beluga, oui, l'autonomie est limitée. Non, ils étaient passés par les Canaries, sauf erreur, pour faire une halte et après direction la Guyane, quoi. Ok, je vois. Très bien. Très très bien. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent en ce moment même que vous pouvez venir poser vos questions sur le Discord si vous voulez nous rejoindre à l'oral. Pour le moment, personne n'a encore eu le courage, mais je suis certain que vous pouvez trouver ce courage en vous et venir nous poser des questions à l'oral. Vous allez voir, on mord pas. Alors, après, donc, à charger, je suis passée sur Sévéry. Donc, c'est l'instrument pour les météosats de seconde génération. Il y a eu 4 modèles, j'en ai travaillé sur 2 et ça ressemble à ça. Ça vous parle pas trop. Voilà. J'ai mis la photo pour vous faire voir un peu la taille. En fait, Sévéry, c'est ce qu'il y a dans le satellite météosat à cet endroit-là. Voilà, c'est ce qu'il y a là. Enfin, en parc. Voilà. Et c'est ce qui permet de prendre les images. En fait, donc le satellite est spiné, ce qu'on appelle spiné, et il tourne sur lui-même. Et en fait, c'est le miroir qui est là, qui fait comme pour les anciens tubes cathodiques. En fait, le miroir, en fait, il bascule voilà, je fais le signe, c'est plus simple. Ouais. Il bascule et en fait, du coup, ça acquiert une image de façon, voilà, comme les tubes cathodiques, par ligne, en fait. D'accord, ok. Et ça tourne et du coup, ça fait put, 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 voilà. Donc les images, elles sont acquises comme ça. Et donc c'est les météosats qui sont. Donc l'instrument a été fait chez Airbus et le satellite, lui, il était chez Thales à Cannes. Et Thales a aligné à Cannes, donc pour faire l'ensemble du satellite. Et les images météo que vous voyez à l'heure actuelle, souvent à la télé, en fait, elles sont issues de ces satellites, voilà, qui sont géostationnaires. Oui, mais celui-ci est plus en activité aujourd'hui, si?
Le Météosat MSG1 et MSG2, j'en sais rien en fait. Ok. J'en sais rien. C'était en J'ai pas quelle année regardé. ça d'ailleurs? Et à peu près. Sans... Là, là, ça doit être 2004, 2005. Ouais, non, 2003, ouais. Ouais, ok. 2003, quelque chose comme ça. Et Romain qui nous dit que MTG est stabilisé 3 axes. Le MTG, c'est Meteosat Third Generation, mais qui n'est pas encore lancé. Ouais. Non. Third Generation. Stabilisé 3 axes. C'est plus du spiné maintenant. Tout à fait. C'est plus la techno utilisée, oui. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comment vous faites pour vérifier la fonctionnalité des optiques après les tests de vibration ou thermique? Alors justement, j'ai mis des photos des setups pour le vide thermique. Donc ça, c'est la chambre à vide à Liège, donc en Belgique. Météosat seconde génération et Météosat troisième génération d'ailleurs sont des programmes européens de l'ESA pour EUMETSAT, qui est l'organisme qui gère la météo au niveau européen. Et donc dans le cadre des programmes européens, il y a ce qui s'appelle le retour géographique. Et la Belgique, à ce titre-là, fournit notamment les moyens d'essai sous vide et vibration aussi, voilà, les moyens d'essai d'environnement. Le Centre spatial de Liège, c'est très connu pour faire justement tous les essais de vide thermique, des missions notamment d'observation de la Terre. Toutes leurs cuves, si je ne me trompe pas, toutes leurs cuves sont sur des dalles antisismiques, comme tu l'as décrit. Oui. Tout à fait. Donc là, c'est les deux setups. Pour Sévéry, en fait, il y avait un premier vide thermique rien que pour ce qui s'appelle le plan focal. Le plan focal. Ça remonte un peu, alors je cherche mes mots de temps en temps. Et il y avait un autre vide thermique pour l'instrument globalement, entièrement. Le plan focal, en fait, c'est là où il y a les détecteurs. Et en fait, pour pouvoir être sûr de l'alignement des détecteurs, en fait, il fallait passer sous vide. Et donc, on faisait ce vide. Donc là, ça montre un petit peu le genre de setup. Pareil, pour un plan focal qui faisait, je sais pas, ça fait quoi, 50 cm de diamètre, voilà tout ce qu'il faut faire. Voilà. Ouais, donc c'est compliqué, c'est un setup voilà, de plusieurs jours pour peut-être un vide thermique d'une semaine ou deux, quoi. Voilà. Et... C'est toujours. Finalement, la préparation souvent est beaucoup plus longue que le test lui-même, quelquefois. Ah bah oui, évidemment. Et puis après, la préparation au moment où tu assembles dans la cuve, c'est quelque chose, mais déjà, la planification du test, comment tu réfléchis à ton test, ça te prend des mois. Et ouais, c'est super intéressant, cette partie-là. J'aime beaucoup. Et à gauche, la grosse cuve, qu'est-ce que... Déjà, Florian nous demande, elle est énorme cette cuve, elle fait combien de diamètre, tu sais à peu près? Genre, si on voit la personne là, ça doit faire au moins du 5 mètres de diamètre ce truc là. Ouais, j'aurais dit 6 mètres, ouais. Oh là là, c'est beaucoup, hein. Beaucoup. Et encore, la plus grande en fait cuve qu'ils ont, alors, à l'époque, c'était la cuve pour XMM, alors qui n'était pas forcément très large, mais elle était énorme en hauteur. C'était un truc, ils avaient été obligés de creuser pour qu'elle rentre dans le sol jusqu'à je ne sais plus combien. Wow. C'était monstrueux comme truc. Là, la cuve, elle est ouverte des deux côtés, donc il y a deux gros caissons qui ferment, quoi. Voilà. Romain nous dit du coup que celle-ci, apparemment, elle fait 5 mètres de diamètre et elle s'appelle Focal 5 d'ailleurs. Exact, c'est Focal 5. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est ce nom-là. Voilà, exact. Incroyable. Maintenant, ça me rappelle. Salut Exorguination, bienvenue. Il y a un truc que j'avais pas dit, Sévéry, en fait, c'est du... Alors, ça s'appelle comme ça parce que c'est infrared et visible, en fait. Visible en infrared imageur. Je sais plus. Donc en fait, les capteurs sont il y a plusieurs capteurs. Il y a les capteurs justement sur ce plan focal de à peu près 50 cm de diamètre qui sont les capteurs en infrarouge, et après il y a une espèce de barrette de capteurs CCD, comme les appareils photo pour le visible en fait. Donc c'est tout cet alignement qu'il fallait faire sous vide une première fois, après intégré dans le reste de l'instrument avec le fameux miroir qui bascule à balayage, et on teste tout ça dans donc un deuxième vide thermique plusieurs mois après, donc il faut revenir et tout ça, et avec un espèce de télescope inversé, on va dire, qui permet de simuler la Terre, quoi. Voilà. Ce que verrait la Terre.
Ok. Et voilà, moi j'ai voulu juste mettre une petite. Moi, le masque, ça ne m'inquiète pas. Ça me. Confinement, pas de Porter problème. le masque à l'heure actuelle, ça va, je suis habituée. Oui, parce que tout ça, au CSL, enfin au Centre Spatial de Liège, tout le monde doit être. Enfin, quand tu fais des tests, c'est toute combinaison intégrale, c'est salle blanche, quoi. Bah là, c'est pareil que tout à l'heure. En fait, là, on est au niveau des détecteurs. Les détecteurs infrarouges, ils faisaient, je sais pas, 2 cm de diamètre à peu près. On veut les aligner les uns par rapport aux autres. On est au nanomètre. Et évidemment, si on veut pas, enfin, il faut pas mettre de poussière, de contamination sur ces détecteurs qui sont tout petits. Donc voilà, c'est protection effectivement maximale, quoi. On n'aime pas la poussière, on n'aime pas les hydrocarbures, on n'aime pas les silicones, ce genre de choses dans le spatial, en tout cas surtout dans l'observation de la Terre. On va peut-être avancer. Il y a quand même. Ouais. Non, je vois le nombre de slides qui nous reste. Tout va bien. Bah derrière, en fait, j'ai travaillé sur ça. Ça, c'est une photo officielle, hein, surtout. C'est le satellite Helios 2A. On voit un instrument à peu près le même qu'on a vu sur Spot 5. C'est pas tout à fait le même, mais voilà. Mais il y ressemble beaucoup. Ça, c'est l'extenseur stellaire. Voilà. Ça, c'est le gros instrument qui fait des grosses photos pour l'armée. Voilà. Le panneau solaire. Et donc, on va dire la limitation, là, c'est tout ce qui est en dessous de cette ligne, c'est le service module. Et le module de service, et tout ce qui est en haut, c'est ce qu'on appelle la charge utile, donc ce qui permet de faire la mission, quoi. Oui, bien sûr. On entend une petite musique, je sais pas si c'est chez toi. Après, je t'entends plus. Allô? Allô? Oui. Et on entend une musique. Oui, je sais pas ce qu'il y a là. Bon, il y a un petit truc qui... Tout va bien? Oui. Ok. Il y a une harpe, on entend une harpe, c'est incroyable. Wesh, bon. C'est un téléphone, je sais pas. Ah ok, pas de souci. J'ai pas compris. Désolée. Donc l'intégration donc j'ai participé à l'intégration de ce satellite, donc à partir on va dire de l'ossature qui nous est livrée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle assemblage intégration? En fait, à Toulouse, alors j'avais déjà vu des commentaires comme quoi, en fait, on fait du Lego. Oui, c'est un peu ça. En fait, on reçoit plein d'équipements de l'Europe, on va dire, entière, et on assemble tout ça ensemble. Et c'est ça l'assemblage et intégration. On les assemble mécaniquement et on les intègre électriquement entre eux. On vérifie que tout ça fonctionne, ensemble. Très bien. Ça, l'objectif de l'AIT, assemblage, intégration. Et puis après, on teste l'environnement. Bon, finalement, c'est un Lego, mais un peu plus complexe, quoi. Oui, juste. Voilà. Et bah voilà, là, j'ai voulu marquer. J'ai fait ma première campagne de lancement avec ce satellite. Okay. Voilà. Donc à gauche, je travaille. Je fais une inspection du satellite avant la mise sous coiffe. Donc la coiffe qui arrive quelques temps après. Voilà. Et ça, c'est la dernière photo du satellite avant la fermeture de la coiffe. Un gros moment. Je vous avouerai que c'était un moment vraiment d'émotion. Voilà. Alors ça, c'est un petit clin d'œil. Les thermiciens n'ont peut-être pas aimé. C'était ton premier... Allô? Oui. Oui, pardon. C'était ton premier satellite que tu intégrais toi-même sous coiffe? Oui, j'étais présent. Oui, c'était ma première campagne de lancement et la première fois que je voyais on va dire le montage du satellite sur le lanceur et la mise sous coiffe. Ouais. Tout à fait. Et alors, c'est quoi la petite image en bas à droite là, qui va faire, rugir les thermiciens? Alors ça, en fait, c'est une coutume à l'AIT, en tout cas chez Airbus, sur pas mal d'équipes. En fait, sur un morceau de Kapton, là, ce qui permet de faire l'isolant, on marque nos noms, on met tout ça sous Kapton aussi, sous adhésif spatial, et on colle ça dans le satellite, et comme ça, nos noms partent dans l'espace. Voilà. Bon, après, non, c'est vrai que ça dégrade pas du tout la performance du MLI. C'est Kapton sur Kapton, ça c'est rien du tout, quoi.
La classe. Le thermicien, généralement, justement, on l'implique, comme ça, il peut pas rouspéter, et puis il a son nom, et puis il nous dit où le mettre pour pas que ça ait d'incidence, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a Ludovic qui nous demande, est-ce que toutes les pièces Remove Before Flight sont répertoriées? Est-ce qu'on fait le tour du satellite avec genre une checklist qu'on a bien enlevé tous les Remove Before Flight? Quelqu'un qui connaît un petit peu. Alors justement, c'est le métier c'est l'un des travaux de l'assurance qualité, c'est de vérifier ces remove before flight. Donc en fait, oui, on a un certain nombre de capots, par exemple les capots des instruments, on a les capots des tuyères, des protections de certaines parties sensibles qu'on met pendant l'intégration du satellite. Pour protéger contre un coup de coude, contre la contamination, des éléments sensibles qu'on protège. Et généralement, sont de couleur rouge pour qu'on les voit et qu'on les oublie pas. Tout ça, on a une liste de tous ces éléments. Et à la fin, en fait, on doit avoir dans une valise tous ces éléments qui sont présents. La liste qui dit on les a enlevés quand et voilà, et ils sont bien là. Et tout ça, en général, on fait voir au client en lui disant voilà, on a bien tout enlevé, tous les éléments non vol avant le tir. Et ça, c'est la responsabilité de la qualité. Et c'est heureusement, grâce à ça, on va dire qu'on assiste on fait la dernière inspection avant mise sous coiffe pour s'assurer que on a tout enlevé, ce qui ne doit pas voler. Alors qu'on me dit dans l'oreillette, Isabelle, qu'on a notre première invitée sur le feu. Alors on va prendre tout de suite cette personne. Je t'invite à ce qu'on repasse sur Discord. Du coup, on se mute sur Skype et on va repasser sur Discord. On va voir si ça marche. Hop. Et... Allô. 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 Oui, c'est bon, je t'entends. Ok, je pense qu'on peut faire passer. Vas-y, le geek, envoie-nous. Ah ben voilà, allô. Oula, alors attention, il va falloir gérer le son. Est-ce que tu nous entends? Alexandre, c'est ça? Je vous entends, oui, bonsoir, c'est moi. Bonsoir Alexandre, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Je suis arrivé un peu en retard, hein, désolé Isabelle, j'étais malheureusement bloqué par des intempéries, notamment causées par ma sœur. Bref, oui. Alors, j'avais une question du coup par rapport à toi, vu notamment ta carrière, du coup, que tu as beaucoup travaillé notamment dans, si je comprends bien, tout ce qui a été intégration de CU et de mission. Et ma question donc, c'était ce que j'ai entendu des rumeurs comme quoi, par exemple, pour certaines pièces d'Ariane, etc., les trousses à outils ou du moins les outillages nécessaires valaient entre 4 et 5 000 euros à cause de la précision nécessaire pour justement assembler tout au pied à l'œil, et voilà, que tout soit bien positionné. Et donc, je voulais savoir, est-ce que dans ton domaine d'expertise, c'était un peu la même situation sur tout ce qui était les instruments de calibrage ou même les différentes étapes de montage des différentes charges utiles? Alors, tout ce qui est montage d'équipement, effectivement, pour par exemple les vis pour fixer un équipement sur une structure. En fait, toutes les vis, en fonction de la nature de la vis, du matériau, si c'est du titane ou de l'acier ou autre, si la longueur de la vis, le pas de vis, si on est dans du carbone, dans du métal et tout ça, en fait, c'est à des valeurs de serrage de ces vis qui sont différentes. Et du coup, on utilise des clés dynanométriques qui sont calibrées, étalonnées, et c'est au newton près, ou voire au 0,2 ou 0,3 newton près, pouvoir fixer ces vis. Voilà, je ne sais pas si ça répond parce que à ta question. Si je comprends bien, au-delà du prix de l'outillage, de l'achat de l'outillage en soi, il y a toute une partie de calibration de cet outillage qui peut aussi être à la fois très coûteuse et très, très demandeuse d'expertise, d'avoir vraiment des entreprises dédiées dans ces domaines-là pour s'assurer que quand on dit qu'une clé dynamométrique sert à 1 Nm, elle sert bien à 1 Nm. Quoi. Oui, et pas à 1,5. Oui. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Oui, il y a des campagnes. En fait, chaque clé, il y a une étiquette qui met la date de calibration. La date de validité de la calibration, de l'étalonnage. Et donc, il y a des campagnes de calibration régulières pour que ces clés soient toujours correctes, en fait. Parce que effectivement, dans le temps, elles peuvent dériver.
Tout à fait. C'est comme un instrument optique ou électrique, c'est pareil. Un voltmètre, au fil du temps, il faut le recalibrer parce que, je parlais des vis parce que c'est plus visuel, mais un voltmètre, par exemple, c'est pareil, au fil du temps, il va dériver, et il faut dans ce cas-là le recalibrer, l'étalonner. Voilà. Et dans le laboratoire, là aussi, à l'ESA, c'est pareil. Dans n'importe quel laboratoire où on commence à travailler avec des outils de mesure, que ce soit des thermocouples, des multimètres, tout est envoyé en calibration régulièrement pour justement, pareil, rafraîchir la date de calibration et s'assurer que la mesure est bonne. Oui, tout à fait, il y a des cycles de maintenance. Cycle de maintenance, oui, exactement. Et comme Linky nous dit dans le chat, on remercie la métrologie, c'est ça, l'étude de la mesure. Ok. Et alors du coup, si je peux me permettre, je vais prolonger un peu ma question, puisque du coup, donc, on parle de la précision nécessaire pour ce genre d'outillage et donc des besoins de tout recalibrer, etc. Et alors juste, si je peux me permettre, est-ce que on pourrait en savoir un peu plus seulement sur la nature de cet outillage, notamment par exemple pour recalibrer les optiques? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors les optiques, après, il y a plein de choses différentes. Ça dépend ce que tu mesures. Si tu mesures le déplacement des miroirs, l'alignement des miroirs, il y a plusieurs façons. Il y a de la spectrométrie. Il y a après, je suis pas super spécialiste là, donc il faudrait un opticien en fait pour répondre à ça. Enfin, ce qu'on appelle un opticien, pas celui qui fait les lunettes. Mais souvent ils ont la même formation de base d'ailleurs. Il faudrait un opticien pour vous répondre mieux. C'est vrai que moi, je ne peux pas t'aider non plus là-dessus, je ne sais pas du tout. Il y a de la spectrométrie typiquement pour voir pour voir les franges en fonction pour l'alignement des détecteurs. Enfin, ouais, je suis pas super spécialiste, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Désolé Alexandre de ne pas pouvoir répondre plus en détail à ta question. Non, mais c'est pas grave, j'ai tenté le coup, je prends des risques, mais après on a des outils, typiquement je pense au spectromètre, ça c'est des moyens de mesure, on va dire commerciaux, qui existent et tout, mais c'est pareil, ça s'étalonne. Il y a avec des mires aussi, il y a ce qu'on appelle des mires, il y a des images de calibration aussi, par exemple. Je sais que pour certains tests optiques, on utilisait une image en fait prise par un autre satellite pour faire un comparatif. Est-ce que les performances sont aussi bonnes ou pas, quoi, par exemple. Avec un télescope inversé. Enfin voilà, il y a des manips, mais c'est un opticien qui pourrait te répondre plus facilement, quoi. Il y a un autre. Enfin, plus précisément. Pardon. Merci beaucoup Alexandre d'être passé pour poser une question. N'hésitez pas les gens. Pardon ? Non, je disais pas de problème, merci d'avoir accédé à ma question. Et je tiens à rappeler aux auditeurs qu'il y a toujours Tout se comprend qui propose un sub à la prochaine personne venant poser une question. Si on commence à appâter les gens avec des subs, c'est bon aussi. Moi, je veux que les gens viennent parce qu'ils sont motivés et qu'ils veulent venir parler avec des gens cool. Commencez pas à offrir des subs pour dire on vient à la libre antenne. On parle de questions sérieuses, portant sur le travail d'Isabelle, etc. Non, bien sûr, nous sommes bien d'accord. Mais enfin bref, en tout cas, merci de m'avoir accepté. Merci Alexandre. Que vous passerez une excellente soirée. Toi aussi, passe une excellente soirée. À très bientôt. Je vois, il y a une question. Est-ce que les gens qui ont conçu les instruments sont aussi présents lors de l'assemblage et les tests? Ouais. Alors, en général, oui. En fait, les architectes sont là à certaines étapes, justement, ou du moins, c'est eux qui exploitent souvent les résultats de mesure qui permettent de valider après, oui, c'est bon, le test est concluant, on peut passer à l'étape suivante, ce genre de choses. Ouais. C'est eux qui connaissent le truc sur le bout des doigts, quoi. Ouais. Oui, après, ouais. Il y a là, oui, généralement, ce qu'on appelle les architectes, ils sont associés, ils ne sont pas toujours là, mais ils sont là au moins pour c'est eux qui exploitent les résultats. Des tests. Isa, très sympa. Alors attends, je coupe la première.